Bertin Kovi, c'est qui? Bertin Kovi, c'est plusieurs personnes à la fois. Parfois, je me demande, en fonction des situations, lequel je dois présenter. Mais je crois que je vais faire une présentation holistique pour qui permette à ce qu'on me comprenne. Je suis né un 8 novembre 1970 au marché, et ce qui fait que j'ai toujours du monde autour de moi. Ma mère est allée au marché, moi j'étais pressé de sortir. Et les femmes ont dû l'entourer pour que, avec leur pagne, et voilà. Et je ne suis pas de ces enfants-là qui vont souffrir leur moment de sortir. Je suis sorti en courant. Et c'était où? Oh, ça, je tiens à garder une part de mystère. Parce que quand on vous connaît totalement, vous n'êtes plus un mystère. C'est pour ça d'ailleurs que le nom de Dieu n'est pas connu. Même dans l'islam, hein, les 99 noms de Dieu qu'on dit, ce sont des attributs. Dans le christianisme, dans la Bible, le nom de Dieu n'est pas connu parce que ce dont vous connaissez le nom est défini. Et ce qui est défini n'est plus un mystère. Or, je veux être un mystère. Je suis né au Bénin, ça c'est sûr. Je parle 9 langues au Bénin, et couramment. Mais ma langue préférée, c'est le bariba et aussi le nago, mais le tchabé, je veux dire. Le tchabé que j'ai appris à Yaoui à l'époque. Mon père était enseignant, ma mère ménagère. Et je suis un homme qui a un penchant à la spiritualité. Ce n'est pas les pratiques, mais je suis un homme de foi. Au point où parfois, ça peut paraître utopique, parce que Père à son âme, mon feu père, quand je lui parlais de certaines choses, il me dit, mais attends, tu l'as déjà ou bien c'est ton histoire de... Tu proclames ce que tu n'as pas là. Non, je vais être sûr que tu l'as. Parce que moi, ce que je n'ai pas encore, j'en parle comme si je l'avais déjà dans la main. Et curieusement, ça finit de marcher. J'ai fait des études de comptabilité, finance. Mais avant d'arriver là, les études primaires, ça a commencé. Oh, ben, mes études primaires ont commencé justement à Yaoui. Et Yaoui, après Yaoui, Savait Bago, dans Gorgounou, Gorgounou, Banquerou, et à quelques kilomètres de Parakou. Après, j'ai fait le lycée Mathieu Bouquet. Le lycée Mathieu Bouquet. Mais il y a une histoire quand même que je voudrais vous raconter ici. J'ai fait en 82 un songe. Bon, je ne sais pas si c'est parce que je voyais les photos de Rollins sur les trucs de chewing-gum à l'époque, bien entrés. Et je suis allé voir mon enseignant, mon maître de CM2, maître Aruna. J'espère qu'il est toujours vivant. Et je lui ai dit, mais maître, comment on fait pour devenir président? En 82, j'étais au CM2. Il me dit, ah, ici, pour être président, il faut faire un coup d'État. Je dis, ah bon? Et comment on fait un coup d'État? Il dit, il faut être militaire. Alors, j'ai dit, mais comment il peut être militaire? Il dit, il faut être premier, ou parmi les 3 premiers au CFEB à l'époque, et tu iras à Bembereke. Ben alors, quand j'ai entendu, je suis allé voir maintenant le Bokono de mon père à l'époque, Dazogo de maintenant. Et lui a dit, il m'a regardé, ah bon? Et bien pourquoi ça? Il dit, je vais être premier au CFEB. Ben, pourquoi? Je dis, ben, je vais être président. Et on m'a dit, il faut être militaire. On était en 82, j'avais 12 ans. Effectivement, j'avais un coq bien gros que je ne voulais pas qu'on tue. Il a exigé que ce soit ce coq-là qu'on lui donne. Je lui ai amené le coq. Et il m'a dit qu'il me faisait un savon. Qu'il fallait se laver 3 fois par jour. Bon, à l'époque, j'avais quand même un défaut. Je n'aimais pas me laver. Et chacun a ses défauts. Je n'aimais pas l'eau. Donc, ce monsieur me dit qu'il faut se laver 3 fois par jour. Et prononcer une parole. Loko niwe. Niwe yebinamo. Bon, ça n'a rien de particulier. Hein. Je n'ai rien mangé. Loko niwe. Niwe yebinamo. Atinkle de Paul, loko nemeho. Gbegbe avon mo jora avon gbene mo so. Akema kiamareno ki ake niwe na ke. Sonochi. Bon, oui, si vous n'avez pas de donc, c'est, enfin, je suis l'Iroko. Tu sublimes ton âme, quoi. Mais quand j'ai fini de faire la psychologie, j'ai compris que c'était de la programmation neurolinguistique, c'est pas autre chose. Avant l'heure. Donc, j'ai commencé par la maison, enfin, pleurer presque pour qu'on me puise l'eau pour me laver. Ma mère dit, mais ça ne lui ressemble pas, qu'est-ce qui arrive à mon garçon? Et en temps, ils s'en vont voir le Bokono, puisque le Bokono est mon ami.
et je le servais. Et il dit, mais non, mais il est venu me voir, il dit, il veut que lui fasse quelque chose pour être premier à l'examen. Alors qu'il travaille déjà bien en classe. Donc, comme il n'aime pas se laver, on lui dit, il ne veut pas écouter là. Je lui ai dit, j'ai profité de ça pour lui dire, il faut qu'il se lave 3 fois. Ma mère a dit, mais ça a bien réussi. Toujours est-il que je ne sais pas si c'est la chance ou quoi, mais j'ai été quand même parmi les 10 premiers au CFEB et classé pour Bembereke, pour le Britannique. C'est ma mère qui s'est opposée, qui a dit à mon père, tu connais ton fils. Si jamais il va là-bas, là, ce qu'il a mis dans la tête, je crains qu'un jour on l'arrête pour tentative de coup d'État. Alors ce garçon, non, il ne fera pas l'armée. Je n'ai pas fait l'armée, je me suis retrouvé au lycée Mathieu Bouquet en 1983. Je me suis inscrit quand même au karaté. Et je ne peux pas être militaire, mais au moins je voulais apprendre à me défendre. Donc j'ai fait le lycée Mathieu Bouquet. Après, dans les années 88, une certaine Wangwa Thérèse, on recevait des documents, nous on ne voyait pas la gravité, qu'il fallait partager entre nous, grève et autres et tout. J'étais parmi les élèves travailleurs mais turbulents. Et donc ça, j'ai vite accepté. Et après, on m'a arrêté. J'ai fait quelques 3 mois au camp de Parakou. Et mon père avait... Bon, ce n'est pas vraiment directement la même famille, hein, mais on porte le même nom. Kouvi Gaston, qui était ami à mon père, qui est aussi Kouvi. Il a dû l'appeler, qui est intervenu. Et on m'a libéré. Et j'ai dû aller, on m'a renvoyé des écoles du Bénin. Je suis allé au Togo continuer mes cours. Et au Togo, j'ai fait mon bac au Togo, mon CAP comptable. Et ceux qui ont fait le Togo avec moi savent que j'ai été un élève brillant. Enfin, j'ai toujours été brillant de toute façon. Quand j'ai fini ça, je suis venu ici au Bénin. Bon, il y a un épisode dont je ne vais pas parler parce que ça ne fait pas plaisir à notre pays. Peut-être que je vais en parler. Quand je passais le CEP comptable, j'ai été le premier du Togo. Et Kako Robert, l'honorable Kako Robert, peut en parler puisqu'on était des camarades de classe. Premier du Togo. Et les 3 premiers ont eu droit à une bourse. Mais moi, n'étant pas togolais, il fallait que je vienne au Bénin et obtenir... enfin, il y a un document que je devais avoir au ministère de l'Éducation et des Affaires étrangères. 3 mois après, les Togolais sont partis, j'étais toujours pas parti. C'est mon école qui se rapproche de l'administration togolaise qui dit, mais ils sont déjà partis. Et ils disent, mais non, mais notre élève est toujours ici. Le Bénin a envoyé quelqu'un d'autre à ma place. Ah ben, ça n'a pas changé. Ça vous permettra de comprendre par la suite pourquoi je mène parfois des luttes qui ne me concernent pas. Et donc, bon, et je remercie d'ailleurs Dieu de n'être pas parti parce que je serais allé au Canada. Peut-être que ce n'est pas mon chemin. Et j'ai fait finalement mon bac. Je suis revenu au Bénin, j'ai passé le concours de l'INE. À l'époque, c'était à Gbogba, Paul qui était directeur de l'INE. C'est nous qui avons quitté Père au Pierre pour le marché de Bougamé. On arrive, on passe le concours, on nous fait signer que nous sommes plus de 2000 candidats, mais on veut retenir seulement 20. Alors, au résultat, je n'ai pas mon nom. J'ai un ami à Kologan, Pierre, et s'il m'écoute, il doit se souvenir. On avait fait le Togo ensemble, c'est lui qui allait regarder, il dit, mais Kouvi, tu n'as pas ton nom. Je lui ai dit, c'est pas possible. S'il y a 1 là, ce sera moi. S'il y a 2, c'est moi. S'il y a 3, je suis le 3e. Mais je ne peux pas ne pas avoir mon nom. Il dit, mais c'est un concours. Il dit, et puis quoi encore? Donc, j'appelle mon tuteur, paix à son âme, mais au locaux, Cyprien, il n'est plus. Il me dit, mais écoute, Agbogba, le directeur de l'INE, c'est mon ami. Donc, il appelle pour dire, mais écoute, j'ai mon neveu qui dit, il ne peut pas ne pas réussir à votre concours. Il dit, mais c'est un concours. Il dit, mais il ne peut pas ne pas réussir. Akova. On arrive, lui me remet la fiche. Puisque pour lui, il s'appelle Méon Loco. Je suis son neveu, je dois m'appeler Méon Loco. Et je vois, je suis 15e. Je vois qu'on il dit, ah, ça c'est mon nom. Il dit, mais Cyprien, mais tu m'as dit que c'est ton neveu, non? Il dit, oui, mais je n'ai pas dit qu'il porte mon nom. Donc, ça fait encore une autre injustice. Ce que l'État béninois a fait à l'époque. Ils ont retenu les 20 qu'ils ont proposé aux Canadiens qui ont donné la bourse pour les 20. Mais le Bénin a retenu seulement 7 personnes. On a pris l'argent des 13 autres pour soi-disant améliorer le cadre pour étudier. Et nous, on nous a permis d'étudier et de faire enregistrement sur titre où tu paies 105 000.
Ceux qui n'ont pas cette faveur, eux payaient 350 000. Mais moi, je n'ai rien payé. Parce que pour obtenir mon silence, Paul a dû dire, écoute, on te donne une bourse. Tu n'auras pas d'argent, mais tu vas étudier gratuitement. C'est comme ça que j'ai fait l'INE. J'étais en informatique de gestion. Et c'est en informatique de gestion qu'un jour, notre professeur vient, M. Davor, je lui pose la question, il dit, mais quand on finit ici, là, on gagne combien? Il me dit, ah, si vous finissez ici, si vous avez des chances, dans les banques, vous êtes à 250 000. Il dit, mais 250 000, je ne serai jamais milliardaire, quoi. J'ai dit, je n'aurai jamais d'argent. Il dit, ah oui, il y a même ceux qui ont fini avant vous, 3 ans, qui sont toujours à la maison. Et il ajoute quelque chose, il y a plus d'informaticiens que le marché bénin ne peut consommer. Alors, le lendemain, quand je suis rentré, j'ai dit non, il faut que je trouve une autre solution. J'ai cherché à m'inscrire à des écoles à distance, mais au Ghana, c'est pour ça que je parle anglais aujourd'hui. ICM, qui est à Londres, où les cours se font au Ghana, et vous composez à l'ambassade. Donc j'ai quitté l'INE en fin de 2e année. Mais tout le monde me dit, mais c'est pas possible. Même mes professeurs m'ont appelé et dit, mais vous allez travailler un jour pour moi. Vous n'avez rien compris. Avec cette formation-là, vous n'aurez rien. Je suis parti de l'INE. Je me suis inscrit à des cours de cost control, contrôle de coûts. Et c'est là où j'ai fini. J'étais en train de finir ça en 96, quand un 31 décembre, parce que je n'avais pas trop de moyens, mon tuteur s'est fâché, il m'a coupé les vivres. Mais j'avais déjà payé les cours, donc on nous remet tous les cours. On te dit, pour avoir tel niveau, voilà ce qu'il faut savoir au fait. Et tu vas composer. Tu peux ne jamais venir faire les cours, mais tu as tout le matériel didactique pour apprendre toi-même, ce que je faisais. Je faisais la vente de Chicoré Leroux, paix à son âme. Chitou Oumar, c'était un grand frère qui n'est plus aujourd'hui, qui m'a pris sous son aile. Il a trouvé en moi de la volonté de réussir. Donc, Chitou Oumar m'a pris. Il me laissait des stocks de chicorée que je vendais. Et j'étais en train de vendre chicorée un soir du 31 décembre. Quand j'ai vu, je me suis approché d'une famille de Congolais. Et je leur ai proposé, il dit, mais vous ne fêtez pas? J'ai dit, mais non, tous les jours sont un nouvel an. Il dit, ah bon? Je lui développe ma théorie, il dit, mais vous m'intéressez, vous? Bon, alors, tout votre stock fait combien? Je dis, j'ai à peine 50 000. Il entre chez lui, il me remet 100 000. Il dit, voici les 50 000, gardez 50 000, allez chez vous. Et le 5 janvier, venez me voir. Le 5 janvier, je reviens le voir. Le gardien ne me permet pas de le voir. Je suis venu janvier, février, mars, avril. C'est en mai maintenant que j'ai décidé maintenant de le voir. Qu'est-ce que je fais? Je m'habille correctement et je vais m'asseoir à son portail à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 10 h. Le portail s'ouvre, il veut sortir et j'étais bien habillé. Il veut sortir, il me met devant le véhicule. Mais, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne bouge pas. Il ouvre le truc. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais monsieur, le combat. Il s'appelle Charles le combat. Il dit, ah, mais vous me connaissez? Je dis oui. Bien, approchez-vous. J'ai dit, mais vous ne me reconnaissez pas? Il dit non. Il dit non. Il dit, mais je suis le vendeur de chicorée. Il dit, mais vous avez disparu pour à peine 100 000 que vous avez donné. Je vous ai dit de venir. Il dit, mais je suis venu depuis janvier, personne ne m'a permis de vous voir. Il dit, bon, montez dans le véhicule. Je monte dans le véhicule et ce monsieur se trouve être un conseiller au président Kérékou. C'est comme ça qu'il m'amène au palais. Il a un bureau. C'est un agroéconomiste, mais congolais. Et on s'est mis à parler. Il a dit, bon, écoute, j'ai mon tonton qui veut faire un comme bac, comme Kérékou, il parlait de Sassou Nguesso. Et il me parle. Après, il me dit, bon, écoute, je vais vous passer le président. Je lui ai déjà parlé de vous et il voudrait vous recevoir. Je dis, ah bon, oui. Il dit, mais vous avez de la chance parce que la délégation des autres qui doivent aller, c'est dans à peine une semaine. Il dit, vous avez un passeport? Il dit, non. Je suis resté, c'est là où j'ai compris le sens du pouvoir. Je suis resté dans son bureau. On a appelé l'immigration, ils sont venus me prendre en photo, faire ceci. Acte de naissance, je ne sais même pas. J'ai eu de passeport le même jour. Ah, le pouvoir, il faut faire attention au pouvoir. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui on a encore le même pouvoir, hein, mais à cette époque-là, le même jour, le passeport est sorti. Et il a organisé mon voyage au Congo. J'arrive au Congo. Mon rôle était, c'est-à-dire de donner le sens de l'entrepreneuriat aux jeunes. C'est ce que je cherchais, le président Sassou Nguesso. On était 20 qui ont été sélectionnés. J'étais l'un des plus jeunes. Je n'avais même pas encore soutenu
dans mon truc de contrôle de cours. Et on nous passe un test psychotechnique. Le président dit, vous tous, vous avez été retenus, hein, vous les 20, on nous passe plutôt de tests psychotechniques. Et ils retiennent nous 3, y compris moi. Il y a un qui a 36 ans, un qui a 32, et moi j'ai 26 ans. Et le président nous dit, allez choisir parmi vous le responsable et les autres seront ses adjoints. Le gars qui a 32 ans, on arrive seulement, il dit, bon, comme l'autre est notre grand frère, il sera notre leader et nous on sera ses adjoints. Il dit, mais non, moi je suis votre petit frère, je suis votre leader, vous me... Ah, moi j'ai le sens du pouvoir, moi. J'ai refusé. Ce monsieur, on va chez le président seulement. Blanc dit, vous avez choisi. Et il prend parole et je sais que s'il parle là, je suis foutu. En même temps, je sursaute, je dis, président, j'ai eu une inspiration. Il dit, ah bon? Mais quelle inspiration? Je dis, non, vous êtes candidat. Je vais vous chanter l'hymne de la campagne et de la victoire. Il dit, en plus, j'ai un musicien. Il dit, alors, je vous écoute. Et moi, j'ai entonné un chant. Bon, évidemment, c'est de l'improvisation. Je me suis mis, Yawanyaro, Yawanyaro, Sa sungeso Yawanyaro, Sa sungeso Sanon Yahweh, Kereku Kenon Banon Yahweh, Shiraki Sanwe Banon Yahweh, Yade Manyeri Banon Yahweh, Umaru Bongo Banon Yahweh, Peuple Congolais non Yahweh. Et il a sursauté, il dit c'est lui. Il dit, mais s'il peut déjà composer un chant pour ma victoire, ah ben, il peut me faire gagner une élection. Vous n'êtes pas ici pour autre chose, hein. Je vais gagner les élections, c'est tout. En réalité, je n'ai rien composé. Moi, j'ai grandi au village et j'avais mes chants, mes répertoires. J'ai juste pris une vieille chanson. Yawanyaro, Tumbari Yasanwe Yawanyaro. Bon, donc j'ai pris l'air et j'ai mis les mots. Je voudrais juste dire aux jeunes qui veulent réussir que souvent ce n'est pas le meilleur qui réussit. Tout est dans la communication. La communication participe à 70% de votre capacité à réussir que toute autre chose. C'est d'ailleurs ce qui fait que malheureusement parfois, ce sont les incapables qui se retrouvent en train de diriger. Je ne dis pas à nos dirigeants d'aujourd'hui, hein, mais très souvent, d'ailleurs même regardez notre Parlement, eux tous ne sont pas représentatifs. Mais au moins eux, ils prennent l'initiative. Mais ceux qui ont doctorat en 6, les sachants même, ne veulent pas, ils disent non, c'est ça, je les ai à faire. Et comme dirait quelqu'un, j'ai fait de la marmaille. Et le président me choisit. Je ne savais même pas par où commencer. Parce que je vous dis, je ne savais pas par où commencer. J'ai dit, bon, écoutez, moi, mon rôle est de vous donner des tâches. J'étais comme le maître d'orchestre et c'est comme ça, à côté d'eux que j'ai appris. On commence à peine 2 mois, il y a guerre civile. Les 2 autres sont partis. Mais moi, j'ai regardé derrière, je n'ai personne derrière. Je dis, mais je préfère encore mourir ici au Congo. Et qu'on dise il est mort en se cherchant que de revenir. J'ai refusé de rentrer. J'ai dit au président, je ne peux pas t'abandonner. Quand il faisait bon vivre, on était ensemble. La guerre, maintenant, tout le monde s'en va, je ne vais pas partir. Il dit, ah ben dis donc, il était étonné. Mais il n'a pas compris que, bon, on peut donner ma il n'y a rien derrière. Donc moi, je suis resté. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je voyais les marabouts sénégalais qui tuaient des moutons presque tous les jours. Après, j'allais voir le président. Il dit, mais le président, si les moutons devaient nous donner la victoire là, on aurait déjà gagné depuis. Je connais un vieux chez moi qui ne va pas vous prendre grand chose. Alpha Iliasso à Tourou. Il avait 85 ans, il est mort déjà. Et si on va le voir et prier pour vous, mais vous aurez des solutions. Il dit, ah bon? Oui. Et il va côté, je dis, rien du tout. Et effectivement, on a décidé de venir le rencontrer. Et c'est d'ailleurs chez lui, chez le président Sassou, que j'ai connu le président Émile Derlin Zinsou. Émile Derlin Zinsou qui courait pour être à la francophonie. Et qui allait voir Sassou. Ça lui dit, mais j'ai un de tes jeunes ici. Il dit, ah bon? Et il me sort, il m'appelle, je viens, je le salue, je lui parle. Il dit, ah ben, il dit non. Mais il me dit, mais t'es barré, fille. Mais fille, t'as tout niaque aussi. Il lui a dit, oh, moi aussi, nous, ouais. Bon, donc, il était étonné. Alors, on revient à Cotonou, effectivement, avec Sassou, avec le père son âme, Mela Yoka, il est mort il y a 2 mois. Et on va vraiment à Tourou faire des prières. Et ce monsieur, c'est là où j'ai connu la phrase 105, fil, l'éléphant. Il dit, tant que les éléphants ne sont pas allés à la Kaaba, attaquer la Kaaba,
eh bien, les soldats de l'Issouba ne viendront pas là où Sassou est. Parce que Sassou était dans le pays de la guerre en réalité. Et bref, toujours est-il que les choses ont passé exactement comme il a dit. Et ce vieux dit, je ne veux pas un franc. Je sais que vous avez tort, mais vos forces s'équilibrent et si on ne vous laisse pas, si on ne gagne pas, ce sont les populations qui vont souffrir. Mais je ne veux pas l'argent du sang, donc il n'a rien pris. Ça nous a coûté à peine nos billets d'avion. Et moi, j'étais tellement énervé, je croyais qu'il allait prendre un peu d'argent et me donner, mais il a refusé, il a dit, il ne veut pas. Il ne veut pas d'argent, il a refusé. Je suis reparti. Et effectivement, le président Sassou, tel qu'il a dit, jour pour jour, seconde pour seconde, les choses sont passées exactement comme il a dit. Et Sassou a eu sa victoire. Et après, bon, moi, je suis rentré m'occuper de choses. Je suis allé faire campagne de Ouad. Après, j'ai fait Compaoré. Et j'ai fait Yadema. Je suis revenu faire la campagne d'Adrien Ongbedi, dont j'étais le communicateur principal en 2005. Et Victor Tokpanou et Joseph Tamayo n'ont pas oublié comment ils les ont malmenés dans un débat contradictoire en 2006, début 2006. Après ça, je suis allé m'occuper de Hama Amadou, paix à son âme, Bozizé, après Obiangema Mbazogo, etc. Maintenant, je voudrais, quand vous dites comment j'en suis venu à la psychologie de la communication, c'est vrai, dans nos cours à l'université, je vois nombreux appeler une matière psychologie de la communication et je ris. Parce que quand je vois leurs cours, ce sont juste quelques brides. La psychologie de la communication, c'est 60% les croyances, les religions et 40% psychologie générale. Parce qu'en réalité, pour parler et que quelqu'un vous comprenne, vous devez chercher à quoi il croit. Il faut attacher votre parole à ce à quoi il croit. Si c'est un catholique, il ne faut pas aller lui parler de lion de la tribu de Juda. Pas, ça, c'est les évangéliques. Si c'est un catholique, c'est la Vierge Marie. Marie qui dénoue les nœuds. Et maman chérie. Voilà. Si c'est un évangélique, c'est lion de la tribu de Juda. Et les AG 2:8, l'argent lui appartient. Enfin, l'évangile de la prospérité. Si c'est un témoin de Jéhovah, n'appelez surtout pas Dieu, Dieu. Il faut dire Jéhovah. Si vous avez affaire à quelqu'un dans la tradition, il faudrait être en train de dire Père Révio Soton, Père Gouton, Père Noumé-Séléton. Il est content. Quand vous avez affaire à un musulman, il faut que votre discours soit teinté de Aouzubillahi Mina Shaitani Rajim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Fat. Bref, il faut lui prendre des brides de ce qu'il sait. Et ça éveille en lui l'attention et vous pouvez dire le reste. C'est pour ça que je me méfie souvent des discours religieux. Quand quelqu'un me fait un discours et c'est teinté de beaucoup de paroles religieuses, je fais attention, je me demande est-ce qu'il est sincère ou pas. Parce que c'est une technique que nous utilisons. Donc, je me connais honnêtement dans les religions endogènes, c'est le même principe, hein, quel que soit le pays. Le nom peut changer, mais c'est la même chose. C'est de l'animisme. Et ça, le même principe. Et l'islam, je connaissais l'islam dans son principe. Et le christianisme aussi. Mais bon, je n'étais pas vraiment religieux. Jusqu'à ce que des événements de la vie m'amènent à comprendre que l'esprit humain est limité. Sinon, j'avais toujours cru que nous pouvons obtenir de nous-mêmes ce que nous proclamons. Mais aujourd'hui, non. J'ai compris, et par des expériences, que le tout n'est pas dans... On a proclamé et Dieu a répondu, non. Il y a une part d'incertitude qui ne dépend pas de nous. Alors, lorsqu'on écoute ce parcours assez riche auprès des décideurs de l'Afrique, on est tenté de vous demander, parce que là, il y a un épisode que peut-être vous avez omis, c'est cette retraite. Cette retraite que vous avez... Ah bon? Qui vous a dit ça là? Alors, parlez-nous un peu de cet aspect. Pourquoi avoir décidé à un moment donné de couper le pont, de faire une retraite et de revenir? Bon, j'avoue que je ne me l'explique pas, mais toujours est-il que j'étais confronté à une situation familiale. Et pour une fois, j'ai pris la Bible et j'ai dit, mais puisque pour moi,
de par ma formation, et Bible, Coran et Vaudou, je ne croyais pas. Eh bien, bon, je m'en sers juste pour étayer mon discours, mais je ne crois pas autre mesure. Je crois en l'homme. Du reste, je croyais en l'homme. Je prends la Bible, je dis, mais s'il y a vraiment un Dieu ici, je veux que tu me parles. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous dis, le soir, je me couche et j'entends nommément une voix me dire, viens au-devant de moi, je vais t'enseigner mes voies, ne sors plus. Je l'ai tellement vécu dans... J'étais convaincu d'avoir entendu ça, qu'il n'y a pas de photo, quoi. Et j'ai dit, bon, alors je ne sors plus. Je crois que ça allait durer 3 jours, 3 mois, ça a duré 30 mois. Et au Bénin, je peux vous montrer des enfants qui sont nés par mes prières. Je peux vous montrer, il y a une jeune fille, si aujourd'hui elle me suit, elle doit avoir déjà quand même beaucoup d'années, peut-être 30, elle avait 17 ans à l'époque, en 2011. Elle avait 17 ans et elle avait un caillot de sang qui était dans son cœur. L'hôpital a tout fait. Ils n'ont pas pu, il fallait lui faire une opération, ils n'ont pas les moyens. Ses pieds étaient devenus tellement gros à cause de l'eau et le sang qui ne coulait pas. Et Akigbe, c'est un ami, il va se reconnaître, qui m'a appelé, dit, président, il y a telle personne qui est malade, il faut l'aider. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Je me suis couché, j'entends, mais toi, je veille sur ta vie et toi, tu ne peux pas. Donc j'ai dit, amenez la fille. Au bout d'1 mois, elle était guérie. L'hôpital même n'en revenait pas. Attention, ce n'est pas pour que les gens viennent m'amener des malades. Cette vie-là ne m'intéressait plus et ne m'intéresse pas. Donc nous avons prié, j'ai consacré de l'eau qu'elle a commencé par boire. Et au bout d'1 mois, curieusement, elle est guérie. Par la grâce de Dieu. Mais ce qui ne me plaisait pas dans la chose, c'est que j'avais fortement le devoir de ne pas prendre 1 franc. Mais je vais manger comment? Donc je me suis dit, mais ça, c'est moi. Et tout le monde rencontre un esprit qui l'enrichit. Moi, le mien avait m'appauvri. Akova. Valère Glélé et Awanvoy Bla et Augustin vous diront autre chose, un autre exemple. J'étais dans ma retraite quand j'ai vu, j'ai eu une image de Upib qui devenait grand. Et je connaissais déjà Awanvoy Bla, puis on a été communicant chez Adrien Ongbedi. Je l'ai fait appeler pour dire, toi tu dois connaître Valère Glélé, je veux le voir. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il va m'utiliser pour l'aider à agrandir son université. Il n'y a pas du tout cru. Et finalement, l'autre m'a amené chez lui. On a parlé, il dit, oh, écoutez, moi je suis, bon, Valère Glélé comme ça, hein, je suis parmi les 7 dirigeants de l'église Céleste. S'il y avait une prophétie comme ça, on se serait sorti dans notre église. Bon, on était le 16 novembre 2010. Et je lui ai dit, dans 2 ans, jour pour jour, on sera en train d'inaugurer cette université-là. Et ce serait l'œuvre de Dieu à travers moi. Il a ri fatigué. Et effectivement, 2 ans, jour pour jour, on l'a inauguré ensemble. Avant, Blanc était là, il était là. Et je leur ai rappelé. J'ai dit, selon ce que l'Éternel a dit par la bouche de Kouroui. Nous sommes le 16. Donc, bref, oui, Dieu m'a mis à l'épreuve. Et après, bon, ce n'est pas de la désobéissance, mais cette vie-là ne m'intéresse pas réellement. Elle ne m'intéresse pas parce que j'ai eu des problèmes. Tu pries quelqu'un guéri, on dit tu as un fétiche quelque part. Dieu même dit tu ne dois rien demander, mais si on te donne, les gens ne se souviennent jamais de venir même te nourrir. Alors je me suis dit, mais tu dois suivre ce Dieu-là, je vais mourir de faim. Donc oui, j'ai mis fin à ça. Il y a Théodule Ronsa que j'avais appelé. Dieu m'a dit, il faudrait que quelqu'un voit ta condition aujourd'hui pour demain pouvoir en parler. Je l'ai fait venir. J'ai dit, c'est toi qui parles de au-delà du réel. Viens voir ma condition aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a dit qu'il va faire de moi Premier ministre dans un pays où je suis étranger. Et je vais servir 7 ans dans ce pays-là. J'irai en prison. Je vais revenir dans mon pays. Et par la suite, la voie de la présidence me sera offerte. Théodule Ronsa. Il est encore là. Il est encore vivant. Ah, mais comment? Eden TV. Il est maintenant à E-Télé. Ah, E-Télé, très bien. Il est encore là. Quand je lui ai dit ça, il m'a regardé. Bon, il a eu un peu pitié de moi. Bon, il s'est dit que je suis devenu fou.
Mais je crois que le Seigneur est en train de faire son œuvre. Adrien Ongbedi, j'étais toujours, en 2011, j'étais toujours en retraite. Quand j'ai eu une vision qui va perdre les élections à 53%, il y a Iboni fera KO. Qu'il fasse KO n'est pas le problème, mais c'est avoir le taux. Il a dit non, ben, on l'a battu à 53%. Et il doit se demander, mais comment je savais? Bon, il y a tellement de cas, mais ce n'est pas de ça que je suis le plus fier. Ce dont je suis fier, c'est que Dieu m'est contraint à croire en lui. Alors, quand vous avez pris Théodule Roussa comme témoin, vous avez dit à Valère Clélet, Oui. la prophétie. Comment ça s'est réalisé? Comment vous vous retrouvez chez Sassou Nguesso? Ah, d'accord. Bon, alors non, c'est même pas si Sassou Nguesso, c'est chez Obiang. Bien, oui. La voix me dit, prends l'avion, va en Guinée équatoriale. J'atterris en Guinée équatoriale sans savoir où je vais rester. Je prends le taxi et je dis au gars, je vais à Paraíso. Au paradis, je vais au paradis. Il dit, ah, Paraíso. Je ne savais même pas qu'il y avait un hôtel, enfin, un quartier qui s'appelait Paraíso. Mais la voix du Bénin m'a dit, va, tu iras, arrivé là-bas, tu dis que tu vas au paradis. Donc, il a dit, ah, Paraíso, il m'amène. Effectivement, dans le quartier, il y a un hôtel. Et je viens, je dis, je vais prendre une chambre. Vous payez comme quand? J'ai dit, celui qui m'a envoyé ici payera. Oh, je ne veux pas que les gens se... Parce que c'est de la folie en réalité. Mais toujours est que, c'est-à-dire, l'esprit a su... Les choses sont passées. Alors, donc j'arrive là, je n'arrive pas à payer finalement. On me prend, on va m'enfermer. Et c'est là justement que mon destin va se faire. On m'enferme. Et c'est dans ma détention que je rencontre quelqu'un qui est de la famille présidentielle. Et j'avais surtout la prison et le fait de prier tous les jours, encore décuplé mes dons de guérison. Donc j'ai commencé par faire ce que d'aucuns peut appeler miracle. Ce n'est pas un miracle, tous les êtres humains sont capables de ça. C'est qu'ils ne s'éveillent pas à leur conscience. Donc j'ai commencé par faire des choses qui étonnaient des gens. De fil en aiguille, c'est aller un peu plus haut. Et bon, voilà. Et je n'ai pas été appelé par le président de la Guinée équatoriale au départ par rapport à mes capacités intellectuelles. Ce sont par rapport à mes capacités enfin, vous avez compris. Et ils avaient un malade qui avait un problème que Dieu a voulu guérir à travers moi. Et c'est après ça que, en parlant avec Balthazar Ngwenjo, le père du jeune Balthazar, les talons, c'est lui qui a vu et me fait passer. Il a vu, mais tu as travaillé avec tel président, mais qu'est-ce que tu fous ici? Pourquoi tu parles de Dieu maintenant? Je lui ai dit, Dieu m'a appelé. C'est là, il dit, bon, écoute, mon oncle a des problèmes de communication et d'image et je veux que tu t'en occupes. Donc, c'est là maintenant que je me dis, mais tiens, ce qu'on va faire, on va faire une cérémonie honoris causa. Et je me souviens de Valère Clélet qui a une école et je lui dis, écoute, on va faire telle cérémonie. Il dit, mais je ne suis pas qualifié. Il dit, oh, le Seigneur qualifie ceux qu'il a choisis. Je m'occupe de tout. D'ailleurs, je savais déjà faire ça. Donc, c'est moi qui ai conduit tout de zéro jusqu'à la fin. Et voilà, le président était tellement content. Ce que je n'avais pas prévu, on a utilisé aussi l'aura du professeur Agassi. Et paix à son âme. Et on a fait une très belle cérémonie, avec de belles tenues, un beau discours. Voilà comment ça s'est fait. Et c'est là où le président, maintenant, à l'issue de ça, décide d'agrandir l'université. Et ce que le Seigneur a dit a fini par se réaliser, eh bien, comme un miracle. Mathurin de Chacus était là, il a suivi la cérémonie. La plupart un certain nombre de journalistes ont été invités. Il y avait Titus Folly, bon, un certain nombre de... L'autre qui était Dossa, il est au Parlement maintenant, il était là, bon, voilà un peu. Donc, il y a quelqu'un qui nous guide. Dans l'islam, on parle de Al-Qadr, le destin au fait. La sourate 97, les choses sont écrites à l'avance. Mais attention, comme dit Saint Augustin dans le catholicisme, il faut prier comme si tout dépend de Dieu et travailler comme si tout dépendait de vous. C'est le même principe dans l'islam. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est déjà préétabli que vous n'avez pas de responsabilité. Pourquoi on vous dit que c'est préétabli?
C'est que vous devez faire tous les efforts. Maintenant, si vous échouez, vous devez savoir que ce n'était pas écrit. C'est-à-dire, Ce n'était pas votre destin. c'était pas votre destin. Le destin, la destinée ou bien le destin n'est pas de rester couché et de dire, oh là, on tiché. Non, ben quoi. Donc, c'est pas comme ça. Alors, lorsqu'on prend Bertin Kovi, vous avez fait tout ça, et après, on vous voit candidat aux élections présidentielles. Nous Oui. étions en 2016. Oui. Comment ça se fait que, finalement, vous décidez d'aller en politique? Bon, alors moi, à 12 ans, j'étais déjà convaincu qu'il fallait que je sois militaire pour devenir président. En 1994, et cela est encore né, et c'est au président Soglo que je le dois un tout petit peu. Il est revenu de Dakar annonçant la dévaluation avec ce que je vais appeler une désinvolture. Je ne voyais pas manifester la souffrance que cela allait entraîner. Et j'ai dit à mes camarades de classe de l'INE et que moi, j'ai décidé d'être président pour que un fils de pauvre, quelqu'un qui n'a jamais souffert, soit là afin de comprendre ce que ressent le pauvre au fait. Donc l'ambition est née là. Et ma quête spirituelle aussi m'a amené à Nianté, puisque c'est le jour des vérités. Ah, mais je suis allé voir un monsieur à Nianté, en allant vers Ouida, il regarde mon destin, il me dit, oui, 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 tu as toutes les chances. En tout cas, tu as le chef dans ton aura. Est-ce que tu le seras? Ça dépend de toi. J'ai dit, d'accord. Et lui de me dire, mais dans 2 ans, tu vas rencontrer un chef d'État qui va t'ouvrir la voie. Effectivement, dans 2 ans, 1994, 1996, je me retrouve avec Sassou. Donc, c'est là que la conviction de me préparer à être président s'est vraiment renforcée. Et le président Zinsou, je lui dois beaucoup. C'est lui qui m'a dit qu'il faut initier aux langues nationales. Parce que le drame béninois, c'est que nous sommes un pays foncièrement régionaliste. Il faut que le chef, qui sera un bon, puisse être l'homme de tout le monde à la fois. Apprends au moins 2 langues du Nord, 2 langues du Sud. Bon, j'en suis à 9 aujourd'hui. J'ai effectivement une capacité d'apprendre facilement une langue. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais je peux répéter facilement. Et je n'ai pas honte de me tromper et qu'on me corrige. Moi, pour moi, la langue, sa finalité, c'est pour communiquer. Je ne suis pas là pour parler l'imparfait du subjonctif, concordant de temps. Ce n'est pas le plus important pour moi, mais c'est de pouvoir échanger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je parle espagnol, français, anglais. Et là, couramment, j'ai la langue nationale. Je me débrouille dans ces langues-là. Voilà. Donc, l'ambition politique est née là. Alors, après mon passage dans la spiritualité, je dirais la période, quand j'ai commencé par aider l'université Obiang Bazogo, tout en travaillant avec le président Obiang qui m'a occupé de son image, c'est Valère Glélé qui m'a dit, mais Kovi, quand je t'avais vu, tu m'avais dit, Dieu t'avait dit qu'il fallait que tu seras président un jour. Et je commence par croire en toi. Il dit, faut pas croire en tout ce qu'on dit. Il dit, non, 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 je veux que tu sois candidat. Il dit, si c'est la volonté de Dieu, il va m'inspirer moi-même. Je voudrais dire aux gens, évitez les prophètes qui viennent vous dire, Dieu m'a dit. Il faut demander toujours que si Dieu lui a dit là, qu'il te parle aussi. Donc j'ai eu la conviction qu'il fallait effectivement que je me présente en 2016 pour jeter mon seau dans le puits pour voir sa profondeur. J'ai jamais eu l'illusion que je gagnerais en 2016. Je ne suis pas un idiot. Mais vous n'allez pas à une bataille en ne proclamant pas votre victoire. Allez dans 1 Samuel 17, versets 45 à 50. David qui va au-devant de Goliath et qui commence par établir l'issue de la bataille. David avait 16 ans. Goliath en avait déjà 32. Géant, il faisait peur à toute une armée. David vient, il n'a que 4 pieds et 5 pieds avec sa lance. Il dit, tu viens au-devant de moi avec l'épée et et moi, je viens au-devant de toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Si votre Dieu s'appelle Revioso, allez à la bataille au nom de Revioso. S'il est vraiment Dieu, il va vous servir à quelque chose. Si vous croyez que votre Dieu s'appelle Allah, allez à la bataille en mettant Allah devant.
C'est ce que David nous enseigne. Il est allé au-devant de Goliath en s'armant du monde spirituel, de la force spirituelle. Et si vous lisez 1 Samuel 17, versets 45 à 50, vous verrez la programmation de l'issue de la bataille qu'il a faite. Et puis, on dit dans Isaïe 55, verset 11, « Ma parole ne me revient pas sans avoir accompli son dessein. Sa parole ne lui est pas revenue en vain. » Et comment il s'appelle? Goliath, c'est un... Non, ne savez pas ce qui a perdu Goliath. C'est la position du soleil. Le soleil a ébloui le visage et il n'a pas bien vu. Et la pierre qui l'évitait, eh bien, lui est venue au front, il est tombé avec son épée. David l'a tué. Mais qu'est-ce qui a permis ça? David a élevé le combat au niveau spirituel pendant que Goliath comptait encore sur son épée. Donc voilà, moi, je prends tout sur le plan spirituel. Donc je savais, je me suis dit, il fallait que j'essaye. Je ne vais pas gagner, mais au moins on me connaîtra. Et je vais voir le procès Tobo Edirepé à son âme, qui me dit, mais Kovi, tu as de bonnes idées, mais ça ne suffit pas, on ne te connaît pas. Il faut que tu te fasses connaître. J'ai dit, ah bon? Et si je me fais connaître, vous allez me soutenir? Il dit, oui, il faut te faire connaître. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui, pour me faire connaître là, il faut que je fasse de l'insolite. Qu'est-ce qui fait peur aux Béninois? La mort, les cimetières. Qu'est-ce qui leur fait peur? L'Iroko, arbre sorcier. Ah ben, il a décidé d'aller habiller les Iroko en les filmant. Aller au cimetière, eh ben, au bout d'un temps, tout le monde ne commençait pas à parler de Kourovi. Pas en bien, hein, mais au moins parler de Kourovi. Donc c'était la première étape, qu'on parle de moi, qu'on me connaisse. Et les années qui vont suivre, quand je serai prêt maintenant à être vraiment candidat à mon propre nom, je vais parler économie, montrer ce que je sais faire. Donc, c'est comme ce que disait Richard Boniorou. J'ai dit, mais ta tactique là, non, tu es déjà président de parti. Tu ne peux plus utiliser cette formule-là. Moi, je l'ai utilisée pour me faire connaître. Et surtout, sur TikTok, jusqu'à un passé récent, j'aimais comme insulte. J'ai même loué les services de Nado, qui aime parler des cochonneries. Eh ben, il m'a fait booster. Et tout le monde m'a connu, tout le monde... Bon, les puristes se fâchaient comme s'ils ne vont pas à la selle. J'ai ri fatigué. Mais moi, j'avais besoin de travailler l'image. Tu sais, si vous voulez qu'on vous connaisse, il faut créer la polémique. Voilà ce que j'ai fait. Alors aujourd'hui, vous étiez allé aux élections en 2016 tout en essayant un dispositif, ça n'a pas marché. Vous avez pris du recul, mais vous revenez de plus belle dans le second mandat de Patrice Talon. Oui, en 2016, je savais bien que ça ne marcherait pas. Ça là, ce n'est pas... Pourtant, j'ai été 13e sur 33. J'ai battu beaucoup d'anciens présidents, enfin ministres de Yaïbouni. Je n'ai pas partagé l'argent aux gens, je n'avais qu'un discours, mais j'ai eu 11 000 voix. Bon, ce n'est pas pour me moquer de Daniel, il avait difficilement 2 000 voix. Il était 28e sur 33. Pour vous dire, oui, le discours a fait son effet. Je m'étais dit déjà que, bon, avec le système partisan, on ne devient pas président ou bien candidat parce qu'on veut, mais parce qu'un mouvement vous a porté. J'ai tout fait pour que le président Patrice Talon continue parce que j'ai compris sa dynamique. Et je sais qu'il faut que la chenille qu'il crée aujourd'hui, qui nous déplaît à cause de sa rigueur, se transforme en papillon. Sinon, ça aurait été un gâchis. Mais je ne vois pas autour de nous, et je suis sincère, des gens se comprenant réellement les enjeux. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, le président Patrice Talon, avec tout ce qu'on a comme infrastructure, mais quand même, ça a été fait en augmentant notre dette souveraine de 6 000 milliards. J'entends LD trouver que c'est trop, c'est trop. La dette en soi n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ce qu'on en fait. Il se trouve que Talon en a fait quelque chose. Le Bénin apparaît comme un pays aujourd'hui en construction. Il y a déjà un existant sur lequel on peut s'adosser pour se projeter. Mais si à la suite de Talon, celui qui vient, doit conduire la même politique de rigueur, où on empêche le peuple de manger 3 fois par 3 boules d'acassa, on lui arrache 2, on lui laisse une pour qu'il ne meure pas. Regardez comment vous avez maigri. Vous avez perdu votre ventre. Et heureusement à Talon, nous avons tous maigri. Mais c'est le sacrifice à faire pour atteindre les résultats qu'on a.
Mais après ça, on ne peut plus continuer dans la même lancée. Ce serait la catastrophe. Le peuple va se révolter. Parce que c'est la fin qui sort le loup du bois. De 2026 à 2031, il faut plutôt qu'on permette au peuple de manger 2 boules et garder toujours une boule. C'est de 2031 à 2036 qu'on peut lui permettre de manger 3 boules. C'est cela ce que ça demande. Aussi, il faut pouvoir aménager, viabiliser les terres agricoles additionnelles pour que nous produisions assez pour nourrir notre population et vendre le surplus sur le Nigeria, qui est notre client immédiat. Oui. Il faut que le projet Dogo Bis, 158 MW d'électricité, avec une capacité de faire de la pisciculture, de faire l'irrigation, c'est un projet structurant qui va vraiment construire une économie au Bénin. Il faut le réaliser. Il faut réaliser le projet contournement Cotonou Nord-Est qui permet d'éviter les go-slow qui nous font perdre 40 milliards chaque année en temps perdu à aller à Cotonou-Calavi. Il faut faire le projet à Hozon, centre de transfusion sanguine qui est là depuis 15 ans mais qui n'a jamais été fait. Et il faut aménager 3 millions d'hectares de terres additionnelles qu'on va partager à nos vaillants cultivateurs. Ils vont produire et c'est en produisant qu'ils vont rembourser l'investissement qui a servi à aménager la terre. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. J'ai des relations, alhamdulillah rabbil alamin, j'ai des relations au Qatar, au Koweït, à Bahreïn et en Turquie. J'ai identifié déjà des banques islamiques. Et le financement islamique n'a rien à voir avec la religion. Parce que le Coran dit, Sourate 2, verset 256, et vous pouvez le dire aux musulmans qui vous demandent de devenir musulmans, il n'y a pas de prosélytisme en islam. C'est un péché. L'autre, c'est Dieu qui invite à venir l'adorer. D'ailleurs, même dans la Sourate 2, verset 255, Al-Kursiou, personne ne peut invoquer Dieu, Allah, sans son autorisation. Donc, c'est même lui qui invite qui doit l'adorer. Alors, donc, le financement islamique est un financement participatif, éthique. En quel sens? Quand on amène l'argent, l'investisseur, la banque amène l'argent, vous réalisez l'infrastructure. C'est la gestion de l'infrastructure qui génère des ressources pour payer le principal et partager le bénéfice. Donc, c'est ce type de financement que je suis en train de moduler. Je vais, ce n'est pas un secret pour quelqu'un, le 15 prochain, le 15 juin, je prends mon vol pour Zanzibar. Je vais sur l'île, travailler avec le gouvernement de Zanzibar pour structurer de tels financements. Je vais en Tanzanie, sur la terre ferme, pour travailler avec l'équivalent de Glo Jigbe. Ce sont les mêmes qui font ça là-bas. Tanzania Industrial Park, pour l'électricité photovoltaïque. Donc oui, les mêmes modélisations financières doivent se faire au Bénin pour que les choses aillent de l'avant. J'ai regardé parmi nous, je n'ai pas vu quelqu'un qui comprenne la chose comme je les comprends. Attention, moi je ne suis pas de ceux qui croient qu'ils sont indispensables. D'autres peuvent avoir des idées, mais ils ne l'ont pas partagé avec moi. Aussi, et ça il va vous surprendre, quand j'observe notre pays, et me basant sur ce qui arrive aux réformateurs, si jamais on a même le candidat de Bloc républicain, candidat de UPR et après candidat de LDLA, ce sera un référendum contre la mouvance. Parce que les populations ne feront pas la part entre UPR et BR. Ceux qui croient ça dans notre mouvance là se trompent. Ce sera un référendum contre la mouvance, c'est-à-dire contre les réformateurs. Les réformateurs ont aussi de malheureux qui énervent toujours les gens. Les hommes sont réticents au changement. Ils vont voter contre nous et ça va profiter, même si c'est un chien que les autres ont, il sera élu. De ce point de vue, je suis en demander humblement au président Patrice Talon, qui ne veut quand même pas que son héritage se détruise, qu'il m'accorde d'être son dauphin et d'être candidat indépendant. D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent bien que je suis indépendant. Je suis le seul à dire ce que je pense de lui. Je soutiens un mouvement que je critique tous les jours. Mais c'est ça l'indépendance dans ma tête. Et ça fait que j'ai mon électorat à moi.
que LD ne pas arracher, que la mouvance ne pas arracher. Mais si moi, je ne suis pas candidat, même ceux-là risquent de ne pas aller voter. On va se retrouver dans la situation de 2023 où 62% des Béninois ne sont pas allés voter. Et ce qu'il faut craindre pour la mouvance présidentielle, et que cela soit écrit, ne venez pas dire que je ne vous ai pas averti, c'est que les 62% n'aillent pas voter et les 38% qui avaient voté la dernière fois, qui sont ceux qui, sont dans qui ont de comportement politique, mais aillent voter un référendum contre nous. On fait comment? Or, ce serait la catastrophe si la dynamique Talon s'arrêtait. Je ne dis pas que ce que Talon fait, hein. Il faut que la chenille se transforme en papillon. Il faut que de ce que Talon a fait, on produise quelque chose de plus beau, mais partant de ce qui a été fait aujourd'hui. Il n'y a pas de papillon sans chenille. Il n'y aura pas Corvi ou bien un succès de Corvi sans Patrice Talon. Donc, je me suis dit, il faut que je sois candidat. J'apporte deux avantages. J'évite qu'on se retrouve dans une situation mouvance-opposition et qui est ras de marée contre la mouvance. Parce que j'entends nombreux, et là, je vais parler de mon frère et ami, comment c'est, l'honorable Yaouido, le ministre conseil Yaouido. Je l'ai écouté sur un plateau, il dit, mais LD ne peut pas gagner, ils n'ont personne là-bas. Et j'ai fatigué, il dit, mais à Kiniché. Mais ce n'est pas LD qui va gagner. C'est qu'on va voter contre nous, en fait. Même si LD dépose même Musareil, là. Je parle sincèrement. Donc, quand j'ai écouté, il dit, ah, Kiniché, je parle avec certains, ils sont dans la même dynamique. On a fait route, on a fait de l'eau, on a fait l'électricité. Mais ce n'est pas ça qui fait gagner l'élection. C'est l'émotion. Quelle émotion nous partageons avec nos populations? Nous apparaissons même comme ceux qui les malmènent, pour certains. L'administration parfois fait des erreurs. La douane, la police et la justice y mêlent. On saisit. C'est dans certaines situations de saisie de cajou ou bien de soja. Vous vous demandez, mais si ceux-là ne veulent pas nous rendre impopulaires, car le décret qu'ils appliquent là ne dit pas ce qu'ils font. Nous avons déjà, et je voudrais saluer honnêtement, la DG douane et le DG police républicaine. Honnêtement, ça dit ceux-là, et le colonel Laourou, que je traitais de tous les noms d'oiseaux, j'ai vu que ce monsieur est un grand homme, sa patronne, la DOD, enfin la douane au niveau de l'administration, au sommet, veut appliquer les règles avec l'esprit et humanité. Mais ceux qui sont à la base, parfois ne comprennent même pas les tests qu'ils appliquent. Et ça crée beaucoup de malheur. Donc oui, je suis candidat au Dauphinat de Patrice Talon. Et j'ai demandé, j'ai même loué, si vous voulez, votre église aussi peut s'y mettre. Hein. J'ai loué les services des églises, des mosquées. Des couvents. Ah, des couvents pour être en train d'appeler le nom d'ABT et Talon pour que, s'ils boivent l'eau leur dise, donnez de parrainage à Corvi. Ils boivent ils mangent ce que le feu a préparé là. Corvi. Le lit leur dise, permettez à Corvi. Ah, ben quoi. Si je ne le dis pas, ce serait les envoûter. Ici, je leur dis pour qu'ils sachent que je prie Dieu tous les jours et que je trouve faveur à leurs yeux, qu'ils comprennent ce que je leur dis. Mais je voudrais dire ceci. Si malgré tout ça, ce n'est pas dans mon destin, ils m'accorderont pas ce que je demande. Et quiconque Talon aura choisi sera mon candidat. Mais je ne veux pas être un prophète de malheur, il va perdre. Voilà. Cet entretien tire à sa fin. On est tous pantois à vous écouter. Cette entrevue tire à sa fin, votre mot de fin. Ah, déjà. Alors, je demande juste que tous les musulmans prient pour moi pour qu'en 2026, la Kaaba m'invite à faire la Mecque. Je demande qu'ils prient pour moi, parce que je me connais, hein, pour que la guidance de Dieu, la guidée de Dieu, me prenne et que je ne change pas. Parce que je veux mourir en musulman. J'ai trouvé dans l'islam une beauté dans l'unicité de Dieu et ce que je cherchais. Je connais la Bible par cœur. Et la Bible a des phases, au fait. Et même un bon chrétien arrivé à un niveau donné ne parlera que de l'unicité de Dieu en réalité. Mais avec l'islam, c'est plus simple. Et c'est un seul livre, un seul auteur. Et cela m'est un peu plus facile. Je ne demande pas aux chrétiens de devenir musulmans. Hein, mais j'ai découvert une relation avec l'islam qui me passionne. Et si j'ai une prière à demander, ce n'est pas la prière pour être président. Dieu s'en chargera s'il doit l'être. Mais la prière pour être un bon musulman.